Alors là, nous avons essentiellement vu le problème de la connaissance du génocide arménien dans cette période, mais puisque nous avons à aborder, bien entendu, le problème de la loi de pénalisation qui reste au cœur de nos préoccupations actuelles, le premier point est important, me semble-t-il, étant ici à la Ligue, compte tenu de la position originale qu'a pu avoir la Ligue des droits de l'homme en ce qui concerne la loi Guesso, et Daniel Nochak va intervenir sur ce problème. Comme tu as évoqué la position des juifs, enfin des juifs, pas des juifs de Turquie, mais des juifs, enfin pas oui. Il y a un livre que j'ai lu, qui est une thèse de doctorat en fait, de Laurent Olivier Mallet, qui s'appelle La Turquie, les Turcs et les Juifs, et que j'ai trouvé absolument passionnant, parce qu'il montre bien tous les enjeux depuis 1492 et la relecture toujours positive dont je témoigne, parce que dans la partie de ma famille et celui-là, on a toujours dit finalement les Turcs ils ont été très gentils avec nous, voilà. Mais apparemment c'est plus compliqué que ça. Alors je reviens à mon vrai sujet, donc une loi controversée, la loi Guesso réprimant le négationnisme. Donc, c'est pas très pratique ce truc de porter. Bon. Donc, d'abord rappel, oui, non, quand même pas. Rappel du contexte, contenu de la loi, les débats de l'époque, les répliques aux critiques, les suites juridiques, mais vous en faites pas, à chaque fois c'est très court, voilà. Les suites juridiques, et puis alors, juste comme conclusion, la renaissance de la contestation et le sauvetage de la loi Guesso, finalement. Alors, le contexte, faut peut-être remonter à 1939 et le décret-loi Marchandeau, qui crée les incriminations d'injures et de diffamation raciale. Le texte est abrogé par Vichy. Et finalement, c'est la fameuse loi du 1er juillet 72 qui ajoute à la loi de 81 sur la presse un article 23 punissant la provocation à la haine ou à la discrimination raciale. Et cette loi est adoptée par l'Assemblée nationale à l'unanimité. La loi Guesso intervient dans un contexte très différent. L'extrême droite qui était quasi inexistante en 1972, oui. Et j'ajoute que quand vous regardez les débats de la loi de 72, en fait, c'est pas tellement les juifs qui sont... Enfin, tout le monde a conscience que le racisme, c'est plus tellement les juifs, c'est quand même les arabes. Hein. Ça apparaît bien dans les débats. Ce qui n'est plus tout à fait le cas au moment du vote de la loi Guesso, puisque l'extrême droite a renforcé son influence électorale et politique, qui tient un discours... Alors, bien entendu, dirigé contre la population d'origine maghrébine, mais c'est aussi la période où le négationnisme commence à prendre une place de plus en plus grande, y compris dans la bouche de Le Pen, ou bien Henri Roch, qui soutient sa fameuse thèse qu'on arrivera à annuler par des mécanismes administratifs un peu compliqués, sa thèse à l'université de Nantes, dans laquelle il remet en cause la véracité des récits d'épouvante sur l'Holocauste. À la fin du procès Barbie, Le Pen évoque les chambres à gaz comme un détail de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est dans ce contexte qu'intervient la loi Guesso. Alors, le contenu de la loi, alors ça se passe dans ce qu'on appellerait aujourd'hui, je ne sais pas si ça s'appelait déjà comme ça à l'époque, une niche parlementaire, c'est-à-dire qu'il est entendu que chaque groupe parlementaire aura droit à faire une proposition. Et ça, c'est la proposition de loi Guesso, qui au départ d'ailleurs ne parle pas de la punition, enfin de la pénalisation du génocide, mais... du génocide, excusez-moi, de la pénalisation de la négation du génocide, mais tend simplement à renforcer la loi de 1972. Et il faut dire que ça n'est pas sorti tout armé du groupe communiste, puisque il y avait déjà eu en 87 une idée de Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, dans le même sens, et Georges Sarr avait également fait une proposition de loi en 88 sur le même sujet. Donc, ce sera finalement l'article 24 bis
de la loi, et le fait qu'il s'appelle 24 bis montre bien que ce n'était pas dans la proposition de loi tout à fait initiale, seront punis des peines prévues par l'article 24, c'est-à-dire les peines prévues pour tous les, le discours de haine, pour dire comme nos amis canadiens, ceux qui auront contesté, alors par la parole, l'image, etc., l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par l'article 6 du tribunal de l'accord de Londres, etc. Et par conséquent, on peut estimer que le tribunal, que la loi finalement crée une forme de présomption que ce type de discours négationniste en fait fait partie du délit d'injure ou d'incitation à la haine raciale. Et c'est donc assez considéré comme un acte équivalent, puisque de fait, le négationnisme n'est jamais neutre et il s'inscrit toujours dans une perspective, disons pour faire bref, antisémite. Alors, les débats de l'époque, c'est déjà mon petit C. Alors, au Parlement, contrairement à la loi de 72 qui a été entièrement consensuelle, la loi Guessot va susciter beaucoup de polémiques avant, pendant et après son adoption. À l'Assemblée nationale, les débats sont très houleux. Il y a Marie-Françoise Stirbois, députée du Front national, qui intervient de façon virulente, accusant les auteurs de la proposition de vouloir faire une obsessionnelle chasse aux sorcières, de légitimer une insupportable police juive de la pensée, critiquant le traitement particulier du génocide juif qui finira par susciter l'acrimonie. Bon, ça c'est pour l'extrême droite. Jacques Toubon, qui n'est pas d'extrême droite, critique lui aussi une disposition qui peut mettre en danger la liberté des recherches universitaires. Et la droite, en plus, en rajoute une louche sur les communistes qui n'ont rien à prendre sur le terrain des droits de l'homme. Finalement, la loi, puisque je rappelle pour ceux que Guessot faisait partie du groupe communiste, la loi est finalement adoptée par 307 voix contre 265 à l'Assemblée, c'est à peu près la droite contre la gauche ou la gauche contre la droite, et le Sénat refusera à chaque lecture de discuter du texte en opposant à chaque fois la question préalable au motif que le droit en vigueur est insuffisant, la presse risque d'être étouffée par le développement excessif du droit de réponse accordé aux victimes de diffamation raciale et aux associations antiracistes, que la création d'un délit de contestation de l'existence des crimes contre l'humanité conduira à instaurer une vérité historique officielle et un délit d'opinion. Donc, c'est uniquement l'Assemblée nationale qui l'a voté. Alors, parallèlement, les débats de l'époque, c'est aussi dans la société, et cette disposition est loin de faire l'unanimité, ni chez les intellectuels. Jacques Julliard dit que c'est une fausse bonne idée qui permettrait à l'antisémite Forisson de triompher en se comparant à Galilée. Et puis, bien entendu, la position de la Ligue des droits de l'homme, exprimée notamment par Madeleine Reberiou, qui n'était pas encore présidente à l'époque, mais l'historienne patentée de la Ligue. La loi impose des interdits. Elle édite des prescriptions, elle peut définir des libertés. Elle ne saurait dire le vrai. Finalement, elle estime que la loi, que ce texte confie à la loi ce qui est de l'ordre du normatif et au juge chargé de son application la charge de dire la vérité en histoire. Bon, et elle refère que l'URSSAF payait assez cher son comportement dans ce domaine. Ensuite, forcément, ça c'était assez bien vu, ça entraînera quasi inéluctablement son extension à d'autres domaines qu'au génocide des Juifs. Et enfin, il permettra aux négationnistes de se présenter comme des martyrs. Alors, on a fait également remarquer, et là c'est un peu plus un domaine juridique, que cette loi finalement serait inutile, puisque des condamnations ont été prononcées sur le fondement des dispositions en vigueur, puisque effectivement le négationnisme étant en réalité un discours de haine qui tombe sous le coup de la loi de 72, au fond il n'y a pas de problème. Et effectivement on fait remarquer qu'il y a eu au moins 3 condamnations. Alors, attendez, j'ai commencé à 20, hein, donc je vais vous en citer un petit peu quand même, je crois que j'ai le temps. En 1981, procès
à Forisson pour avoir déclaré « Le prétendu gazage et le prétendu génocide juif ne sont qu'un seul et même mensonge historique qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l'État d'Israël et le sionisme international. » Bon, le juge n'a pas eu beaucoup de mal à estimer qu'il y avait bien ici que le délit de la loi de 72 était bien constitué, et la Cour de cassation, chambre criminelle, a confirmé qu'il y avait bien diffamation raciale. Alors il avait essayé de se dédouaner en disant « mais j'attaque Israël, j'attaque pas les Juifs », mais enfin ça n'avait pas marché. Plus tard, c'est le tribunal de grande instance de Paris qui déboute Forisson encore en 1990, qui lui est plaignant, parce que des historiens du CDJC l'ont accusé d'être le falsificateur de l'histoire des Juifs pendant la période nazie. Et là, alors à chaque fois, effectivement, le tribunal rappelle que ce n'est pas à lui de juger de la véracité des travaux historiques, mais à chaque fois, le juge insiste sur l'atteinte effective à la communauté concernée. Et puis une troisième condamnation de Le Pen, pour avoir affirmé à la radio que les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est en 91, mais pour des faits antérieurs à la loi de 90. Et là aussi, il dit « j'ai pas étudié la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ». Et il avait été relaxé, d'ailleurs, il avait été relaxé. Et les juges avaient estimé que ces propos n'étaient pas constitutifs du délit de provocation. Attendez, je suis perdu. Non, pardon, excusez-moi. La Cour, effectivement, dit que ça n'est pas constitutif du délit, mais elle accorde des dommages et intérêts sur le fondement de la faute et du préjudice. Voilà, donc c'était, effectivement, puisque c'était au civil. Alors, pour répliquer aux critiques qui ont été faites contre la loi Guessot, on a fait remarquer qu'au-delà de ces jugements de condamnation, qui sont donc antérieurs à la loi Guessot, et qui montreraient qu'au fond, la loi Guessot n'était pas nécessaire, on fait remarquer qu'il y a eu quand même beaucoup de relax. Parce que, effectivement, les négationnistes ont appris à tourner leur formulation pour essayer d'en extraire ce qui était manifestement discours de haine et pour avoir donné l'impression que c'était des vrais historiens. Et donc de donner l'aspect d'un discours scientifique à leurs propos. On a fait remarquer également, alors notamment Guessot, que quand il a été à la mission Accoyer de 2008, qu'au fond, la question, c'était aussi qu'au fur et à mesure que les gens meurent, qu'il n'y a plus de témoins, eh bien, ça sera toujours plus difficile de contredire les négationnistes. Certains ont aussi fait remarquer, notamment Michel Tropper, mais pas seulement lui, que contrairement à ce qu'on dit, contrairement à ce qu'on prétend parfois que ça impose aux juges de dire l'histoire, qu'au contraire, la loi les dispense d'aller voir si il y a dans le discours de la personne est-ce que c'est exact, est-ce que c'est pas exact, est-ce que ça c'est contestable ou non, du moment que la négation du génocide tel qu'il a été confirmé par le tribunal de Nuremberg est en cause, eh bien, le délit est constitué. Alors maintenant, les suites, j'en suis déjà à mon petit E, je vous rassure, les suites juridiques, c'est quand même assez intéressant. Alors, je n'ai pas vu de recension, et je n'ai pas eu le temps de le faire, de toutes les condamnations qui ont été prononcées sur le fondement de la loi Guessot. Donc ça serait intéressant de le voir. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a en tout cas, de la part de la Cour de cassation, un arrêt assez intéressant de 97, parce qu'il montre les controverses qu'il y a pu y avoir sur l'application de la loi. Et notamment, il s'agissait d'une affichette « Auschwitz, 125 000 morts ». Et le tribunal, les juridictions de première instance, les juridictions du fond plutôt,
avait estimé que cette indication du nombre de victimes, même très inférieure aux évaluations les plus modérées, ne saurait constituer la contestation de crimes contre l'humanité prévus par la loi, puisque le nombre de victimes n'est pas un élément constitutif de l'infraction. Là-dessus, la Cour de cassation dit que la minoration outrancière du nombre caractérise le délit de contestation. De la même façon, alors, cette loi a été validée à 2 reprises par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies et par la Cour européenne des droits de l'homme sur des fondements un peu différents, mais qui sont tous les deux intéressants, donc j'en dis un mot. Le Comité des droits de l'homme, vous savez, c'est cette instance de l'ONU composée d'experts indépendants qui n'a aucun pouvoir de contrainte, ça ne ressemble pas à la Cour européenne des droits de l'homme, mais qui peut quand même être saisie de plaintes et qui dit ce qu'elle pense par rapport à l'application du pacte sur les droits civils et politiques. Et là, Forisson s'était plaint de sa condamnation après une interview dans Le Choc du Mois où il disait qu'il n'existait pas de chambre à gaz homicide destinée à l'extermination des Juifs dans les camps de concentration nazis. Et il avait été condamné par la 17e chambre, donc il y a eu au moins cet arrêt-là, il dépose donc une plainte devant le Comité des droits de l'homme pour violation de l'article qui protège la liberté d'expression. Et le Comité des droits de l'homme va répondre que la loi Guessot est compatible avec les dispositions du pacte, telle qu'elle a été appliquée et interprétée dans le cas de l'auteur, puisque la liberté d'expression, qui effectivement est en cause ici, elle n'est pas absolue, qu'en l'occurrence, il faut que la liberté d'expression, les limites soient justifiées par un certain nombre de buts prévus par le pacte, que ici, en l'occurrence, eu égard aux intérêts d'autrui et de la communauté dans son ensemble, c'était acceptable, puisque les gens ne devaient pas avoir peur de vivre dans un climat d'antisémitisme, donc la restriction était permise, et enfin, elle était nécessaire, puisque le gouvernement français, qui défendait, disait que la négation de l'Holocauste était le principal vecteur de l'antisémitisme. Donc, OK. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est intéressant, c'est Roger Garaudy, cette fois-ci, qui se plaint, en invoquant l'article 10, c'est-à-dire la liberté d'expression. Et ce que la Cour va répondre ici, elle ne va pas se situer sur est-ce que les restrictions à la liberté d'expression était justifiée, mais sur le terrain de l'article 17. L'article 17, c'est celui qui dit en substance qu'on ne peut se prévaloir d'aucune des dispositions de la Convention pour porter atteinte, pour détruire les droits et libertés reconnus dans la présente Convention, ou, autrement dit, on ne peut pas utiliser les droits de la Convention pour combattre en vérité les objectifs, c'est-à-dire la démocratie, l'état de droit, etc. Alors, il faut savoir que récemment, mais ça on en a beaucoup parlé, il y a une décision cadre de 2008 européenne, donc de la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. C'est cette décision cadre qui fait aussi hurler ceux qui sont pour la liberté de l'histoire. Et puisque, en plus, c'est une décision cadre qu'il faut effectivement intégrer dans le droit français, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les actes intentionnels ci-après soient punissables. L'apologie, la négation ou la banalisation grossière public des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, alors soit tels qu'ils sont définis dans le statut de la Cour pénale internationale, soit qu'ils sont définis dans le tribunal militaire international. Et quand on fait un peu le bilan, je ne sais pas si mon bilan est complet, mais en gros, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse et Espagne ont des dispositions similaires. La Cour d'arbitrage belge a reconnu la constitutionnalité de cette disposition. En revanche, le tribunal constitutionnel, le tribunal constitutionnel allemand aussi, évidemment, c'est évident, mais la Cour constitutionnelle espagnole a jugé inconstitutionnelle la disposition qui punit la négation, mais pas la justification. Donc, justifier les crimes
ça peut tomber sous le coup de la loi, mais pas les nier. Alors, je vous fais grâce de mon avant-dernier paragraphe, qui est la renaissance de la contestation, qui est née, la contestation de la loi Guessot, elle est née en fait de nouveau, où elle est revenue à cause des autres lois, donc je vous en fais grâce, puisque ça voilà. Et finalement, sauvetage de la loi Guessot pour l'instant, puisque non seulement un certain nombre d'historiens ont dit, attendez, la loi Guessot, c'est pas exactement la même chose que les autres lois, mais que même des gens très, très hostiles, y compris des juristes, puisque les juristes aussi s'y sont mis à dire c'est pas bien, etc. Finalement, ils se sont dit, oui, mais quand même, la loi Guessot, c'est un peu différent. C'est pas une loi mémorielle dit Badinter, par exemple. Et puis, la chambre criminelle de la Cour de cassation, vous le savez, a refusé, avec des arguments dont je vous fais grâce, mais je peux, si ça vient dans la discussion, je pourrais vous les donner, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, après avoir quand même, avec un long avis de l'avocat général, c'est ça, oui, qui montre, qui dit qu'effectivement, il fallait peut-être transmettre, elle était pour qu'on transmette. Finalement, la question est jugée pas sérieuse parce qu'elle aurait déjà été tranchée. Bon, et elle se fonde notamment, la Cour de cassation, sur que même la mission Accoyer finalement dit, bon, la loi Guessot, il faut quand même la sauver. Moi, juste mon point de vue là-dessus, je pense qu'il y a quand même une différence entre la loi Guessot et en tout cas la loi sur le génocide arménien. C'est qu'en France, en tout cas, en France, si on nie le génocide arménien, c'est pas de l'anti-arménianisme, si je peux dire. Enfin, ça n'entre pas dans une conjoncture où non, mais je veux dire, il n'y a pas un enjeu d'antisémitisme comme il y a un. Enfin, c'est pas la même chose. Le négationnisme, non, mais en France, le négationnisme était clairement un élément du discours de haine contre les Juifs. Je pense qu'en France, je dis bien, en France, la négation du génocide arménien ne s'inscrit pas dans un discours de haine contre les Arméniens. Je pense que vous ne connaissez pas une flopée de sites négationnistes turcs. Turcs. Ah oui, mais en France. En France. Et en France. Et bien sûr, ça c'est Internet. Il y a l'Ukraine anti-arménienne qui se déverse sur Internet. C'est vrai qu'Internet change la donne. C'est prévu pour cet après-midi. Merci aux intervenants d'avoir accepté que je prenne effectivement cette analyse de ce que je vais appeler la loi Boyer, donc la loi pénalisant la contestation du génocide des Arméniens. À l'origine, ils m'avaient demandé de parler de justement ce que Emmanuel et Gilles ont présenté, puisque j'avais travaillé sur les liens entre l'affaire Dreyfus et la défense des Arméniens massacrés dans l'Empire ottoman. Je voudrais juste préciser, parce qu'ayant travaillé beaucoup sur Jaurès, il y a un point effectivement qui est quand même très, très intéressant. C'est que parce qu'entre les grands massacres de 1994-96 et le génocide des Arméniens de 1915, il y a un massacre qui est celui de 1909 d'Adana en Cilicie. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Jaurès, alors qu'il s'était énormément impliqué contre les massacres de 1994, parce que c'était fait par, en gros, un héritier du Moyen-Âge, le sultan Abdulhamid II, eh bien, ne s'implique pas et ne dit rien, et même demande le silence à certaines de ses troupes sur ces grands massacres de Cilicie qui sont d'une intensité considérable. C'est des opérations de guerre. Parce que, on avait affaire à un nouveau régime. On avait affaire à la modernité. Et je dirais que, malheureusement, c'est ce qui se produit aussi pour un certain nombre, je veux dire, de dirigeants de gauche français qui, en face des procès de Moscou, feront un peu la même chose. C'est-à-dire, parce que c'est la modernité politique, on se dit que ça ne peut pas être effectivement la même chose que ce moyenâgeux sultan Abdulhamid II. Donc là, effectivement, je crois aussi qu'il faut bien s'intéresser à une histoire qui, parfois, n'est pas aussi belle qu'on pourrait l'imaginer. Alors, moi, je vais revenir donc sur la loi Boyer, et je pense que
les débats, effectivement, sont importants. Ma position, si vous voulez, en tant qu'historien ayant travaillant sur la Turquie contemporaine et m'intéressant de longue date à tout cet ensemble des massacres, des grands massacres et du génocide des Arméniens, et aussi de l'affaire Dreyfus, eh bien, c'est qu'il y a une légitimité scientifique, et je dis morale, à combattre le négationnisme. On l'a vu avec le négationnisme du génocide des Juifs. Il y a deux moyens. Je crois qu'il y a le moyen de la recherche. Que lorsqu'on a eu le début de cette mise en cause négationniste, des historiens, soit individuellement, soit collectivement, sont intervenus. Je rappelle, il y a un grand colloque à l'École des études en sciences sociales dirigé par Raymond Aron et François Furet en 1982, qui donne lieu à un très gros volume en 1985 chez Gallimard sur la solution finale. Il y a les travaux de Pierre Vidal-Naquet sur les assassins de la mémoire. Et puis donc il y a la loi avec la loi Guesso du 13 juillet 1990. Alors, s'est posée effectivement en France la question d'une réaction nécessaire à une poussée de négationnisme. Et là, effectivement, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Daniel sur le fait que, au fond, le négationnisme relève du territoire et de l'action turque et qu'il n'y en a pas en France. Je dirais que là, en fait, vous suivez Michel Tropper. La conclusion de l'article de Michel Tropper, qui est très intéressante, dit effectivement, on n'est pas dans le même cas parce que finalement l'antisémitisme est un relais essentiel du négationnisme, tandis que la contestation du génocide des Arméniens se fait en dehors d'une idéologie. Je crois qu'il y a une... Oui, en France, mais même en France. Oui. Non, je parle même en France. Non, même en France. Bon, pour avoir travaillé assez précisément, c'est vrai qu'il n'y a pas une intensité considérable, mais il y a quand même des éléments importants, notamment, l'aide de la Turquie a montré effectivement la puissance quand même, je veux dire, d'un certain nombre d'actions, alors diplomatiques ou internes à des associations turques pour effectivement refuser toute mention sur le génocide. Et puis, alors ça effectivement, c'est peut-être une méthode qu'on peut me contester, mais c'est vrai que les réactions à la loi Boyer ont montré l'importance du négationnisme en France, et le fait aussi quand même qu'il y a eu une ethnicisation considérable des débats. C'est-à-dire, en gros, c'était la loi des Arméniens. Et c'est vrai que là, c'est un vrai problème, parce que ça stigmatise de la part soit des réseaux français de l'État turc, soit directement de l'État turc. Enfin, ça installe, je veux dire, des idéologies anti-arméniennes assez nettes. Donc, moi, c'est vrai que j'ai toujours été un peu interrogatif sur la puissance du négationnisme anti-arménien en France, mais j'avoue qu'en y travaillant assez précisément, moi je constate qu'il est réel. Et c'est vrai que là, de ce point de vue-là, Michel Tropper, dans la conclusion de son article très intéressant par ailleurs sur la loi Guesso, est un peu trop, je pense, caricatural sur les oppositions. Alors, que faire lors d'une poussée de négationnisme ? Donc, effectivement, soit soutenir la liberté de recherche, notamment en Turquie, parce que ça, c'est un élément essentiel, puisque, comme l'a bien montré Ramon Kevorkian, il y a effectivement maintenant des chercheurs turcs, il y a des intellectuels turcs, il y a Hrant-Dink, et Hrant-Dink a été assassiné pour sa contribution à la connaissance du génocide des Arméniens, et notamment parce qu'il avait révélé qu'une des filles adoptives d'Atatürk était probablement arménienne, puisqu'elle avait été adoptée dans un orphelinat qui hébergeait des orphelines du génocide. Et puis, la deuxième possibilité, soit effectivement, il y a une action sur la recherche, et moi, c'est vrai que je me suis prononcé contre la loi Boyer, parce que j'estime qu'on peut lutter contre le négationnisme avec la recherche. Je ne me suis pas prononcé contre la loi Boyer, parce que j'estimais qu'il n'y avait pas de négationnisme, ou que le génocide des Arméniens n'était pas un génocide. Je me suis présenté contre la loi Boyer, parce qu'il me semblait que la meilleure méthode pour lutter contre le négationnisme, c'est effectivement l'intensification de la recherche. Donc, je voudrais d'une certaine manière peut-être y insister encore. Alors, ça, c'est un premier point, c'est effectivement qu'il y a une légitimité de lutte contre le négationnisme. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que je me sépare effectivement, notamment bien sûr de l'association Liberté pour l'Histoire, qui effectivement ne voit absolument pas le problème. Ça c'est effectivement, je crois, une limite notamment de son action. Deuxièmement, alors la loi Boyer elle-même. Alors, je vais être assez sévère, je suis désolé, j'aime pas trop donner des leçons, mais c'est vrai que, parce que là j'ai travaillé, on m'a demandé un article pour une revue scientifique, donc je me suis plongé dans tous ces débats, et c'est vrai que
le résultat de la loi Boyer, d'abord, c'est que, d'abord, elle est inefficace. Elle est efficace parce que l'objectif visé de protéger la vérité historique du négationnisme, affaiblit la vérité historique. Parce que si on doit protéger la vérité historique par une loi, c'est que la vérité historique, effectivement, n'est pas assez solide. Donc, ça, c'est un thème classique. Je sais que Henri Leclerc l'avait aussi développé. Enfin, ça, c'est une position de chercheur, hein, mais je crois qu'il y a un problème. En plus, on a dit aussi que le négationnisme principal, celui de l'État turc, va échapper à la loi, sauf effectivement de considérer qu'il y a une portée universelle de la loi, mais ça implique effectivement des éléments importants, et puis que ça limite l'impact de la diplomatie. La diplomatie peut avoir un rôle quand même dans l'avertissement qui peut être donné à l'État turc de cesser effectivement ce négationnisme. Et puis aussi parce que je trouve que cette loi a suscité une mise en cause du génocide, notamment par ceux qui se sont opposés à la loi. Moi, j'étais quand même assez impressionné devant les mises en cause d'historiens ou d'essayistes du génocide des Arméniens. Alors, c'est vrai que c'est un petit débat parce qu'il y a d'autres chercheurs, des bons connaisseurs, qui disent non, au fond, il ne s'est rien passé, la loi a été censurée, mais il n'y a pas eu d'impact. Si, je pense qu'il y a un vrai impact sur effectivement la mise en cause de quelque chose qui était globalement considéré comme étant un génocide par la société française et qui a reculé. Alors, deuxième point, je trouve que cette loi, elle est maladroite. Alors, la première version de la loi, effectivement, était assez, je dirais, assez stratégique, puisque, comme l'avait bien rappelé Daniel, c'était effectivement une transposition d'une décision cadre, et donc c'était dans le cadre de plusieurs génocides. Donc là, je pense que le Conseil constitutionnel aurait été un peu plus... ça aurait été un peu plus compliqué pour le Conseil constitutionnel de censurer la loi, mais à mon avis, la loi aurait été censurée. Mais alors, le problème, c'est l'amendement Jean-Luc Warsmann. C'est-à-dire que quand la proposition de loi du 18 octobre 2011 passe devant la commission des lois de l'Assemblée, où il y a un débat très intéressant, on a tout effectivement là, eh bien, Jean-Luc Warsmann, parce que aussi, alors, au départ, la proposition de loi, je rentre dans les détails techniques, mais c'est important, devait modifier donc l'article 24 bis de la loi de 1981, qui donc était la loi Guesso, on appelle la loi Guesso. Et en fait, peut-être pour éviter que la loi Guesso ne soit trop liée à la loi Boyer, eh bien, Warsmann propose un article 24 ter, ce qui sépare un peu la loi Boyer de la loi Guesso, parce que je pense qu'il y avait effectivement l'idée qu'il ne fallait surtout pas relancer le débat sur la loi Guesso, qui était d'une certaine manière, au fond, et ça Daniel l'a bien rappelé, admis en fait. La loi Guesso, à cette époque, est admise comme une loi nécessaire et qui n'est pas une loi mémorielle. Je crois qu'il y a eu vraiment une évolution intéressante. Donc peut-être que le législateur, en tout cas là, Jean-Luc Warsmann, effectivement, pense que ça vaut mieux. Et puis deuxièmement, il y a peut-être aussi un élément, et ça peut-être que Jean-Pierre Chrétien nous pourrait nous le dire, c'est qu'avec la première proposition plus généraliste, vous avez compris, de Valérie Boyer, eh bien, on pouvait aborder la question du génocide du Rwanda, qui est quand même, si vous voulez, un problème clé pour l'État français. C'est pas réglé. Donc effectivement, qu'a fait Jean-Luc Warsmann ? Eh bien, il ramène vers le génocide des Arméniens. Et là, il donne une importance considérable qui n'existait pas dans la proposition initiale de Valérie Boyer, eh bien, du génocide reconnu par la loi. Et à ce moment-là, le Conseil constitutionnel, eh bien, savait immédiatement qu'il allait censurer la loi parce que la loi de reconnaissance du génocide des Arméniens n'a pas de contenu juridique et que donc on ne peut pas effectivement intervenir de cette manière-là parce que sinon c'est un viol de la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif se donnant donnant un contenu pénal à la loi de reconnaissance dans le cas de la loi Boyer. D'accord ? Voilà, donc cette loi, elle était maladroite, notamment peut-être moins par la proposition initiale que par l'amendement Warsmann. Et là, moi, c'est vrai que c'est une énigme pour moi, effectivement. Je pense qu'on peut l'expliquer, j'ai tenté de l'expliquer, pour des raisons effectivement certainement justes, mais qui ont ouvert la voie à la censure constitutionnelle. Là, dès ce moment-là, il était clair que le Conseil allait censurer. Alors, cette loi, donc je l'ai dit, elle a été déclarée inconstitutionnelle. Et enfin, cette loi, elle a été dangereuse parce qu'elle a ouvert des vannes. Elle a ouvert des vannes, celles des réseaux négationnistes en France, qui ont pu se prévaloir avant comme après des grands principes français. Qui ont mobilisé, qui ont pris des historiens opposés à la loi pour en faire même Robert Badinter, juriste qui s'était opposé à la loi, au Pierre Nora.
tous les gens qui se sont opposés à la loi pour différentes raisons se retrouvaient sur des textes négationnistes, soit en Turquie, soit directement en France. Il y a un certain nombre de représentants d'associations turques qui font du négationnisme, mais qui ont là été très habiles, puisque effectivement, ils pouvaient se prévaloir de la défense des grands principes français, tels qu'évoqués aussi dans l'arrêt de la Cour de cassation, enfin la décision du Conseil constitutionnel, excusez-moi, la liberté d'expression qui est mentionnée dans le Conseil constitutionnel. Et donc là, il était facile, effectivement, de dire pour ceux qui vraiment s'opposaient à la loi Boyer parce qu'ils voulaient maintenir le négationnisme, se prévaloir des grands principes français, ce qui, effectivement, a posé un vrai problème. Deuxièmement, effectivement, les vannes aussi d'une banalisation quand même d'un certain nombre de sites négationnistes. Moi, je donne un exemple très rapide. Vous avez certainement suivi la polémique qui a été forte autour de la nécrologie que Le Monde a faite de l'historien Gilles Weinstein. Bon. La première version de la nécrologie sur Le Monde FR était très posait de gros problèmes parce qu'il était un peu écrit qu'en gros Gilles Weinstein était mort du fait de la campagne menée contre son élection au Collège de France, ce qui était quand même largement excessif. Bon. Tu arrives à avoir toutes les versions du monde.fr. Non, mais j'ai lu le dossier. Donc il y a eu un émoi quand même au sein du Monde et ils ont publié une nouvelle version qui était plus juste, plus froide et plus juste. Bon. Et donc, le site Turkish News, qui est très bien fait parce que, en gros, c'est presque, ça ressemble à des dépêches Reuters, etc. C'est très bien fait, vraiment. Donc, à parler, mais il faut rendre compte de ça. Je pense que, si vous voulez, le négationnisme turc est extrêmement intelligent, structuré, une agence tactique très forte. Et donc, Turkish News a diffusé des dépêches parlant d'une censure. Et nous, on a des collègues qui, proches de Gilles Weinstein, qui ont diffusé sur des réseaux intranet d'un établissement que je ne nommerai pas, de recherche et d'enseignement, cette dépêche, avec même Turkish News, a émis des éléments en gras. Et donc des collègues ont pris cette dépêche et l'ont diffusée. On a fait savoir aux collègues que quand même c'était un peu gênant en tant que même scientifique, en plus de ne pas citer d'une certaine manière la source. Bon, ça vous montre quand même malgré tout la puissance de pénétration. Et puis dernière chose, et bon, je ne vais pas y revenir parce que tout le monde le connaît, mais il y a quand même eu des mises en cause sur le génocide des Arméniens, sur la réalité, non pas juridique, mais la réalité, historique du génocide par donc Pierre Nora d'une part, et puis quand même le directeur du Nouvel Observateur, Jean Daniel. Pour finir, le Nouvel Observateur qui quand même a réalisé qu'il y avait peut-être un problème à donner la voix à Raymond Kervokian, qui a fait une lettre de mise au point. Enfin, c'était rien, c'était très court par rapport aux 4 articles. Jean Daniel a fait 4 articles, et plus il se justifiait, plus il s'enfonçait, c'était effectivement assez pathétique. Alors, voilà donc ce que je voulais dire sur la loi Boyer. Maintenant, disons que le deuxième point, ça serait de réfléchir aussi à ces débats qui ont entouré donc la loi Boyer, qui ont des débats au fond très contre-productifs, parce que s'enferrant uniquement sur la question du pour ou contre la loi. Or, je pense que le problème n'est pas celui-là. Mais pour comprendre peut-être pourquoi est-ce que finalement ces débats ont été si forts et ont entraîné quand même une défaite, il faut le dire, des promoteurs de la loi, une défaite avec de lourdes conséquences. Moi, je pense qu'une défaite, c'est des conséquences aussi, symboliques, juridiques. Aujourd'hui, le négationnisme turc peut se prévaloir effectivement d'une décision du Conseil constitutionnel, d'une certaine manière. Et pour le moment, il n'y a pas effectivement de texte très très fort, mais ça va effectivement venir. Bon. Je pense qu'il y a eu, si vous voulez, pour expliquer peut-être, l'acharnement de certains chercheurs contre la loi Boyer, je crois que la loi Boyer est arrivée aussi dans un contexte qui ne l'a pas favorisée. Pourquoi ? Il y a 3 points. Premièrement, il y a l'ultra-politisation qui a été donnée par Nicolas Sarkozy, sachant quand même que Nicolas Sarkozy n'avait rien fait pour soutenir
la précédente proposition de loi qui donc n'est pas passée au Sénat. Donc là, il y a eu cette ultra-politisation qui quand même a vraiment posé problème. Deuxièmement, en fait, la loi Boyer est intervenue en fait, ébranlant un contexte de consensus qui avait été plus ou moins élaboré à la fin de l'année 2005, où on gelait les lois dites mémorielles. C'était la déclaration de Jacques Chirac, c'était le rapport Boyer. Et là, donc ce consensus avait été réalisé je veux dire, de manière un peu difficile, il existait, et c'est vrai que la loi Boyer apparaissait comme brisant ce consensus et en renouvelant encore de nouvelles polémiques. Donc je pense qu'il y a eu des gens qui ont été, au fond, très gênés de ce point de vue-là. Et puis on a eu aussi, et ça, une sorte de hantise du communautarisme à travers cette loi Boyer. C'est-à-dire, en gros, c'était la porte ouverte au communautarisme. Comme le communautarisme n'est pas très populaire en France, eh bien, c'était effectivement donc déjà stigmatiser cette loi Boyer. Alors, je pense rapidement que finalement, on peut mieux comprendre les oppositions si on modifie un peu les termes. C'est-à-dire que, au fond, la question n'est pas tellement la question de pour ou contre la loi. La question, c'est de savoir, au fond, quelle valeur on donne au savoir, soit le savoir juridique, soit le savoir historien. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, finalement, il y a des personnalités qui ont été pour ou contre la loi par principe, je veux dire, se séparant quand même disons, des contenus de savoir, et d'autres, effectivement, qui ont été pour ou contre la loi du point de vue de ce que la loi pouvait apporter pour la connaissance historique. Parce que le but, c'est la connaissance historique, je pense. Ce n'est pas, effectivement, de créer des catégories juridiques de la vérité historique. Et c'est pour ça qu'au fond, je veux dire, on peut être contre la loi et travailler, je veux dire, étroitement avec des personnalités qui ont, des historiens notamment, ou historiennes, qui ont été favorables à la loi, simplement parce qu'effectivement, la loi n'est qu'un moyen pour accélérer la connaissance historique. Bon. En revanche, je dirais que, et je pense qu'il faut le dire, et je pense qu'il y a eu, de la part d'associations arméniennes, quand même, un peu militantes, je veux dire, le risque de jouer avec le feu. Je veux dire, il vaut mieux, effectivement, moi c'est ce que j'essaye de dire, privilégier le travail historique et la diffusion du savoir scientifique. C'est une bataille d'éditeurs, une bataille de revues, une bataille d'articles, beaucoup plus qu'une bataille de la loi. Je vais terminer, et donc j'en ai pour 5 minutes, Monsieur le Président, sur néanmoins la possibilité peut-être de réconcilier tout le monde dans une grand geste d'harmonie. En effet, si on regarde bien, et Daniel l'a rappelé, et le Conseil constitutionnel l'a bien rappelé, au fond, il y a une loi qui est sortie renforcée de tout ça, c'est la loi Guessot. Très nettement. Et on a opposé la loi Guessot à la loi Boyer. La loi Boyer, effectivement, étant inconstitutionnelle parce que, ayant transformé une loi de reconnaissance en une décision de justice. Parce que la loi Guessot vient protéger une décision de justice. Tribunal de Nuremberg, Convention de 1948, d'où effectivement la nécessité de protéger des décisions de justice. C'est vrai qu'il dans les démocraties, on doit protéger les décisions de justice. De toute façon, on s'est aperçu que l'un des problèmes avec l'affaire Dreyfus, c'est que l'arrêt de la Cour de cassation réhabilitant Dreyfus a été attaqué de manière permanente par les journaux d'extrême droite et que le pouvoir public et les pouvoirs publics n'ont pas défendu l'arrêt de réhabilitation, ce qui est un vrai problème. Donc, on peut effectivement, peut-être, mais là ça impliquerait, et c'est pour ça que c'est un défi considérable et extrêmement intéressant, on pourrait envisager effectivement une loi Boyer, enfin une loi de pénalisation de la condamnation du génocide, à partir d'une recherche, premièrement d'une recherche considérable qui a déjà été en partie menée sur les décisions de justice relatives au génocide des Arméniens. Les procès de Constantinople, le procès de Berlin, le travail de Raphaël Lemkin qui effectivement, lui, invente l'incrimination de crimes contre l'humanité et de génocide. Donc là, effectivement, reprendre tout, voir effectivement s'il n'y a pas là matière à un corpus juridique. Alors, Raymond Cavour lui-même a bien étudié, par exemple, tout le travail de l'instruction des procès de Constantinople. Il a évoqué, effectivement, le travail de Taner Aksham. Donc là, effectivement, il y aurait, si vous voulez, il existe peut-être un corpus qui pourrait être comparable, ou en tout cas qui pourrait être ensuite reconnu par une instance soit juridique, soit nationale, soit internationale,
Et à partir de ce moment-là seulement, il y aurait là une sorte de corpus juridique reconnu qui permettrait de créer une loi comparable à la loi Guesso. Vous voyez le raisonnement ? Voilà. Mais ça implique un travail de plusieurs années, d'abord d'exhumation, je veux dire, bien sûr, des jugements, mais aussi de la manière dont ces cours ont travaillé. Hein. Donc un travail de chercheurs d'abord, et ensuite un travail de juristes pour savoir comment ce corpus incomplet, parce que ce n'est pas le tribunal de Nuremberg, mais c'est un corpus quand même, pourrait effectivement recevoir, je veux dire, un contenu juridique présent, et à partir de ce moment-là, opérer comme pour la loi Guesso, qui effectivement, de mon point de vue, je trouve, est une bonne loi, est une loi nécessaire. Il y a un exposé sur la décision du Conseil constitutionnel, et je donc donne la parole à Sévan Garibian. Alors, je vous remercie. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette journée pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous et de participer à ces discussions. Je crois que cet après-midi, ce sera très intéressant de pouvoir débattre tous ensemble à partir de ce qui a été posé là déjà ce matin. Permettez-moi aussi de signaler, je vais faire un petit peu de publicité, mais je crois que c'est important par rapport aux questions dont on parle, de vous signaler que le prochain numéro de la revue Droit et Culture propose un dossier spécial précisément sur les questions qui nous occupent aujourd'hui et sur les enjeux des politiques mémorielles. Il contient nombre de contributions qui me paraissent vraiment très éclairantes sur ces questions-là, sur les politiques mémoriales de manière générale. Il contiendra aussi un texte de moi-même qui comprend les développements sur les points que je vais évoquer aujourd'hui brièvement. Donc voilà, je vous conseille. C'est aussi confidentiel que celle-là aussi, c'est ça le problème. Enfin... La revue, vous pensez ? Oui. Non, mais c'est vrai, moi j'étais drôlement contente de la voir. Ah oui. Je trouvais passionnante, mais je ne serais pas tombée dessus toute seule. La revue Droit et Culture, vous la trouvez dans toutes les bibliothèques, et puis sur Internet aussi. Donc droit et culture au pluriel. Dont le siège est à Paris 10 d'ailleurs. Bah oui, c'est pour ça. Alors, contrairement à ce que l'on a pu lire à multiples reprises, il me semble clair que le débat français sur les lois mémorielles n'est pas clos. Pour preuve, bien sûr, les discussions que l'on partage ensemble aujourd'hui. Pour preuve aussi en amont, le nombre de commentaires extrêmement importants et d'ailleurs extrêmement intéressants, suscités par le dernier épisode d'un feuilleton qui divise l'opinion française depuis une décennie maintenant. Je me réfère à la censure de la loi Boyer par le Conseil constitutionnel le 28 février 2012. Et je me suis donc attelée à la tâche récemment de faire une analyse, non seulement de la décision, mais des très nombreux commentaires qu'elle a suscités, et du point de vue des historiens et du point de vue des juristes. Alors, au risque de décevoir, cette décision très attendue brouille, à mon sens, les termes du débat plus qu'elle ne les éclaire. Qualifiée tour à tour dans la doctrine, je cite différents auteurs, d'ambiguë, pas pleinement satisfaisante, elliptique, lapidaire, succincte et obscure, sans être à la hauteur des enjeux soulevés par cette affaire, ou à l'inverse, je cite toujours, d'emblématique, d'incisive, cinglante, audacieuse et frontale, décisive et historique, cette décision reste avant tout à fait remarquable, je dirais pour ma part, parce qu'elle ne fait pas. Elle ne nous éclaire en effet ni sur la constitutionnalité des lois considérées comme non normatives, telles que la loi du 29 janvier 2001 qui reconnaît le génocide des Arméniens et à laquelle renvoie implicitement le texte de la loi Boyer. Elle ne nous éclaire pas non plus, et je crois que ce point est important par rapport à ce qui nous fait penser ensemble aujourd'hui, elle ne nous éclaire pas, contrairement à ce que l'on croit, sur la constitutionnalité de la pénalisation du négationnisme en son principe. Plus que cela, l'analyse de la décision du Conseil constitutionnel révèle en réalité un évitement de statuer sur ces deux points, renouvelant ainsi les interrogations plus que d'y répondre.
Il faut rappeler que le nombre et la variété des moyens, des griefs soulevés dans la saisine, la double saisine des députés et des sénateurs, dont la loi Boyer fut l'objet, atteste indiscutablement du souci des députés et des sénateurs de ne négliger évidemment aucun des arguments susceptibles de conduire à une déclaration d'inconstitutionnalité. Il fallait pouvoir censurer la loi Boyer coûte que coûte. J'illustre mes propos en vous donnant la liste des griefs soulevés qui sont intéressants en soi. Violation respective de la liberté d'expression, c'est ce que l'on connaît le mieux, mais aussi du principe de la séparation des pouvoirs, des principes de l'égalité, l'égalité en un mot, du principe de l'égalité en L', égalité, du libre exercice d'activité des partis politiques et même violation du statut de la Cour pénale internationale. Alors, je le précise pour ceux qui ne sont pas juristes, qu'il n'incombe absolument pas au Conseil constitutionnel d'assurer ni de contrôler la conventionnalité des lois, c'est-à-dire leur conformité à des traités ou à des conventions internationales. Nombre et variété ne font bien évidemment pas le sérieux des moyens, dira-t-on à juste titre. Très attendue donc cette décision. Et pourtant, alors même que l'occasion leur était enfin donnée de se prononcer sur les nombreuses questions soulevées au fil des années par ces lois dites mémorielles, les juges constitutionnels rendent une décision au mieux politiquement correcte, construite sur le double évitement mentionné précédemment que je vais développer en quelques points. Alors sur le premier évitement, c'est-à-dire celui de se prononcer sur la constitutionnalité des lois sans portée normative, je cite les juges, ou des lois anormatives telles que la loi du 29 janvier 2001 reconnaissant le génocide, je ne rentrerai pas dans les détails qui par ailleurs donnent lieu à des développements quand même très intéressants sur la question de la normativité des lois, mais simplement pour vous dire par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, qu'en définitive, les juges constitutionnels, ce qui leur importe manifestement à la lecture surtout des commentaires de la décision, parce qu'en réalité, la décision est très succincte, effectivement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de lire le commentaire officiel de la décision du Conseil constitutionnel, qui est une spécificité française. On la trouve très aisément sur le site du Conseil constitutionnel. Donc, on trouve là des développements en fait, qui offre un éclairage sur la motivation des juges constitutionnels. Et la lecture du commentaire officiel de cette décision illustre bien le fait qu'il s'agit pour les juges de distinguer clairement les lois une loi déclarative telle que la loi de janvier 2001 reconnaissant le génocide des Arméniens, de la loi Boyer, considérant qu'il s'agit des lois de nature distincte, ce qui est évidemment exact du point de vue juridique, puisque la loi Boyer est une loi pénale qui pose un interdit, la loi sous examen, alors que la loi reconnaissant le génocide arménien de 2001 est considérée comme une loi mémorielle déclarative, donc ne faisant pas partie du même registre. C'est important, l'air de rien, parce que contrairement à ce que l'on a pu dire, les deux lois n'ont pas été associées. Le Conseil constitutionnel, loi Boyer et loi 2001, le Conseil commence son raisonnement en les dissociant. Mon interprétation est c'était aussi un moyen de protéger en quelque sorte la loi 2001 en n'ayant pas du coup à se prononcer sur sa constitutionnalité et a fortiori en n'ayant pas non plus à se prononcer sur la constitutionnalité des autres lois dites mémorielles. Et je comprends ce choix-là stratégique du Conseil constitutionnel en ayant à l'esprit le contenu du rapport Accoyer de 2008 qui conclut sur le fait que si tout le monde semblait d'accord dans le cadre de la mission d'information sur les questions mémorielles, sur le fait qu'il ne faille plus voter ce type de loi, tout le monde était aussi d'accord, ça fait partie des conclusions du rapport, pour dire que les lois préexistantes ne doivent pas être remises en cause. Donc, on est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que ce que l'on a là, des lois déclaratives comme 2001, on n'y touche pas. On la dissocie de la loi Boyer sous examen, qui, elle, est une loi pénale. Et dans un second temps, on se pose la question de savoir si la loi Boyer, en tant que telle, dissociée de la loi de 2001, est constitutionnelle ou non. Alors, le souci, c'est qu'on est déçu, parce qu'on n'a pas de réponse sur cette question. Face aux nombreux griefs soulevés par les auteurs de la saisine du Conseil, que j'ai énuméré tout à l'heure, en réalité, les juges constitutionnels ont choisi de censurer la loi Boyer exclusivement pour violation de la liberté d'expression, en affirmant qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs, celui-ci étant suffisant. Les juges la censurent sur la base d'une motivation non seulement lapidaire sur la forme, quelques lignes,
mais également déconcertantes sur le fond pour 2 raisons. D'abord parce que leur motivation, et je m'expliquerai par la suite, d'abord parce que leur motivation laisse a priori sans réponse la question de savoir pourquoi exactement le législateur aurait porté atteinte à la violation de la liberté d'expression en adoptant la loi Boyer. Ensuite, second point, parce que l'on comprend à la lecture du commentaire officiel de la décision que le Conseil aurait invalidé en l'espèce le fondement de l'incrimination du négationnisme, la reconnaissance législative, mais non son principe. C'est pour ça que je parle d'évitement de se prononcer sur la constitutionnalité du principe même de la pénalisation du négationnisme, créant ainsi une distinction sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, entre les lois Boyer et la loi Guessot, sur la base d'un postulat critiquable, l'autorité qui reconnaît, sur lequel donc je reviendrai dans un instant. Mais je m'explique déjà sur chacun de ces 2 points. Une motivation ambiguë et la distinction entre la loi Guessot et la loi Boyer, sur laquelle je pense que ça mériterait de revenir pour penser cette question de l'argument utilisé pour les dissocier. Alors, la motivation ambiguë du point de vue de la violation au sens strict de la liberté d'expression. Les juges constitutionnels procèdent en 2 étapes. Ils commencent par rappeler 3 choses que nous connaissons parfaitement, en tout cas parmi les juristes. 1, la garantie même de la liberté d'expression, en citant les dispositions légales en vigueur en la matière. 2, le caractère non absolu de la protection de la liberté d'expression, que nous connaissons tous aussi, c'est-à-dire que des limitations sont possibles. 3, le fait que ces limitations, si elles sont possibles en théorie, doivent toutefois répondre à des critères spécifiques qui défendent les valeurs démocratiques pour être justifiables. La nécessité, l'adéquation, la proportionnalité. Ce sont 3 critères que les juges constitutionnels doivent évaluer pour chaque cas d'espèce pour pouvoir décider si la limitation faite à la liberté d'expression est justifiable dans une démocratie ou pas. C'est une sorte de test que doit passer un texte de loi, et c'est la fonction même des juges constitutionnels de faire ce qu'on appelle ce contrôle. C'est un contrôle in concreto. Alors, sur les trois affirmations des juges, il existe une liberté d'expression, elle n'est pas absolue et ses limitations sont justifiables si elles sont nécessaires, adéquates et proportionnelles. Rien d'étonnant, rien de nouveau, puisque c'est en conformité absolue avec tant la jurisprudence française en la matière que la jurisprudence européenne des droits de l'homme. Ce qui, en revanche, est pour le moins original et dont on ne parle jamais, c'est le fait qu'une fois qu'ils ont dit ça, les juges constitutionnels ne contrôlent pas, au regard de ces 3 critères, la question de savoir si la limitation apportée par la loi Guessot est conforme à ces 3 critères ou pas. Il n'y a aucun contrôle in concreto avant le prononcé de la censure, au regard des 3 critères préalablement établis. Alors ça, juridiquement parlant, et rien qu'en termes d'analyse de la motivation des juges, c'est vraiment assez surprenant. Alors en revanche, ce que font les juges, parce qu'ils disent quand même quelque chose qu'il est intéressant de travailler, ils affirment c'est le second temps, une fois qu'ils ont donné les critères sans les évaluer in concreto, ils affirment sans logique apparente et sans avoir donc opéré de contrôle de constitutionnalité à proprement parler que, je les cite, en réprimant la contestation de l'existence et la qualification juridique de crime qu'il aurait lui-même reconnu et qualifié comme tel, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication. C'est-à-dire que, selon eux, la violation à la liberté d'expression vient du fait que le législateur avait préalablement reconnu par le biais d'une loi, la loi de 2001, le génocide arménien, loi de 2001 que les juges constitutionnels avaient préalablement sorti du débat en disant qu'elle n'était pas connectée à la loi Boyer. Donc on voit mal quel est le lien de causalité entre des questions de normativité ou des questions de légalité. Quel est le lien de causalité entre ça et l'existence ou non d'une violation de la liberté d'expression? Il faut comprendre que juridiquement parlant, il s'agit de problématiques différentes. Pourquoi ces questions seraient-elles pertinentes ou adéquates, les questions de légalité ou de normativité, pour juger de la constitutionnalité d'une loi du point de vue de la liberté d'expression? Pourquoi les juges ne se réfèrent-ils pas alors plutôt, tant qu'à faire, au principe de légalité, par exemple, grief plus adéquat,
par ailleurs évoqué par les divers requérants. Donc ils avaient l'outil, le moyen de le faire. Mais donc, en lisant ça, je me dis, il y a une raison. Alors, à y regarder de plus près, je crois qu'on comprend mieux ce que les juges cherchent à faire, il me semble. Ils évitent en réalité de se prononcer sur la constitutionnalité de la pénalisation du négationnisme en son principe, alors même qu'il s'agit de l'objet des lois débattues. Ce qui a pour effet de mettre la loi Guesso, a priori, je dis bien a priori, je m'expliquerai par la suite, a priori, à l'abri de tout contrôle de constitutionnalité. Parce que vous entendez bien que si le Conseil constitutionnel se prononce sur le principe même de la pénalisation du négationnisme, ça mettrait directement ou potentiellement en danger la loi Guesso. Donc, on se concentre sur le fondement de l'incrimination. Voilà. Le commentaire officiel de la décision de février 2012 en atteste. Les juges opèrent une distinction nette entre la loi Guesso et la loi Boyer. La loi Guesso, contrairement à la loi Boyer, je les cite, ne réprime pas la contestation de crimes reconnus par la loi. C'est donc bien ça le problème. Tout est donc dans le reconnu par la loi. Il n'en demeure pas moins que moi, j'aurais quand même attendu un contrôle relativement à la liberté d'expression en tant que telle, par rapport à la proportionnalité, à l'adéquation et à la nécessité de la pénalisation. Mais ça aurait été se prononcer sur le bien fondé de la pénalisation du négationnisme en son principe. Si l'on comprend bien, les négationnistes peuvent être donc alternativement protégés ou non par la liberté d'expression, selon que les crimes contre l'humanité dont ils contestent l'existence sont reconnus par la loi française ou pas. Paradoxalement, si on mène le raisonnement jusqu'au bout, les crimes tels que le génocide des Arméniens reconnus par la loi ne peuvent pas être protégés par la loi. Toute la différence entre les crimes et le traitement de leur négation résiderait alors dans l'autorité qui reconnaît. Parce qu'en fait, c'est bien ça dont on parle. Quelle est l'autorité qui reconnaît, le juge ou le législateur ? Et le Conseil oppose en effet implicitement reconnaissance législative d'un crime et reconnaissance judiciaire en adoptant un raisonnement tissé sur l'argument de la spécificité de la parole du juge, postulat sur lequel se fondent d'ailleurs initialement les députés, non pas les sénateurs, mais les députés, dans leur mémoire de saisine. La reconnaissance législative d'un crime serait, je cite les députés, la reconnaissance législative serait totalement aléatoire, une loi pouvant à tout moment voir son champ modifié du fait d'un déclassement ou d'une abrogation. C'est ça le problème avec la reconnaissance législative selon les députés. Alors qu'une reconnaissance judiciaire est, je les cite toujours, définitive et bénéficie de, le mot sacré, l'autorité de la chose jugée. Or, c'est précisément l'argument de l'absence d'autorité de la chose jugée dans le cas arménien qui est, lui, à mon sens, réellement aléatoire. Ce sera mon dernier point. Et je vais m'expliquer là-dessus parce que je crois que c'est vraiment le cœur de quelque chose qui pourra donner lieu à des discussions extrêmement intéressantes, cet argument de l'absence de l'autorité de la chose jugée. En réalité, on sait que cet argument a une origine plus lointaine. C'est Robert Badinter, ancien président du Conseil constitutionnel d'ailleurs, qui est celui qui l'expose publiquement à maintes reprises, depuis d'ailleurs son audition devant la mission d'information sur les questions mémorielles en novembre 2008. Selon lui, en effet, je reprends son raisonnement, ce qui justifierait exclusivement la loi Guesso serait le fait qu'elle se réfère à des actions criminelles ayant fait l'objet de décisions de justice, donc dotées de l'autorité de la chose jugée en France, alors que le génocide des Arméniens de 1915 reste quant à lui un crime impuni. Ça, c'est l'argumentaire. Cet argumentaire est très problématique. Il nous met dans une aporie absolument ravageuse. Et je vais tenter de montrer très brièvement pourquoi. On pourra en discuter plus longuement et on le fera certainement cet après-midi. Je crois que cet argument est contestable à plus d'un titre. En premier lieu, l'argument omet les raisons de l'échec de la mise en place de la juridiction internationale initialement prévue à cet effet dans le traité de Sèvres.
Je veux dire, il faut se souvenir que s'il existe aujourd'hui une situation d'impunité internationale, j'insiste sur l'international, il y a des raisons, alors qu'une juridiction en la matière était prévue par le traité de Sèvres de 1920, et l'argument omet aussi le lien direct entre cette impunité subie et l'ampleur de ce que Taner Akçam appelle l'industrie de la négation, unique en son genre, étatiquement organisée depuis par la Turquie. Il y a un lien entre cette impunité subie et l'ampleur du négationnisme d'État. En deuxième lieu, l'argument de l'impunité du génocide des Arméniens est partiellement faux. Et celui plus général de l'absence de reconnaissance judiciaire, c'est-à-dire de la parole d'un juge qui se soit prononcé sur la question, est erroné. Alors d'abord, sans développer, mais en énonçant les exemples, d'abord, et on en a déjà parlé ce matin, un certain nombre de responsables, en tout cas les principaux dirigeants du gouvernement jeune turc, ont été effectivement condamnés à mort d'ailleurs, lors des procès dits des unionistes organisés en Turquie en 1919 et 1920, avant qu'en 1921, le régime kémaliste, on le sait, n'abolisse les juridictions compétentes et ne relâche les responsables n'ayant déjà fui. Et avant aussi qu'en 1923, vous le savez tous, soit prévue une amnistie générale des crimes commis par l'Empire ottoman dans une annexe au traité de Lausanne, 1923. Donc avant l'amnistie générale, on a quand même des archives dont nous parlait Raymond tout à l'heure, et de nombreux chercheurs travaillent sur ces archives-là, des archives de procès qui ont donné lieu à des condamnations et qui offrent, il faut le dire, une documentation d'une grande richesse, rassemblant les preuves tant de l'intention d'exterminer la population arménienne dans son intégralité que du plan concerté élaboré à cette fin par le gouvernement jeune turc. Alors bien sûr, vous me direz, Françoise Jandernagor dirait, mais il n'y a pas le mot génocide dedans. C'est avoir une vision de l'histoire un petit peu naïve que de ne pas se souvenir qu'en 1919-1920, Lemkin n'avait pas encore créé son concept de génocide et qu'il n'y a pas de génocide dedans non plus le jugement de Nuremberg, parce que la définition juridique de génocide date, en tout cas juridique, dans un texte juridique de la Convention de 1948. D'accord ? Et l'on sait aussi que Lemkin s'est basé sur l'extermination des Juifs et des Arméniens pour créer son néologisme à l'époque, qui date en réalité de 1944. Il l'a créé en 1944, ça a été juridiquement défini en 1948. Donc ne mélangeons pas tout. Je veux dire, on ne peut pas reprocher en 1919 aux Turcs de ne pas avoir jugé pour génocide. Bon. Ensuite, le génocide de 1915 a fait l'objet de diverses formes de reconnaissance judiciaire. Et je pense en particulier, alors je ne parlerai même pas de la sentence du tribunal permanent des peuples de 1984, parce qu'il s'agit d'une juridiction particulière, certes. Mais je crois qu'il est intéressant de revisiter les arrêts, la jurisprudence française pour le coup, dans le cadre de procès pour négationnisme qui ont été intentés en France, qui ont été jugés irrecevables, mais qui donnent lieu à des développements opérés par les juges pénaux dans les affaires Lewis et Sezgin, enfin civil dans le cas de Lewis, pénal dans le cas de Sezgin, le consulat turc, l'affaire du consulat turc, puisque tout en déboutant les parties civiles en disant on ne peut pas mener à terme ces actions puisque la loi Guesso ne protège que la mémoire de la Shoah, en revanche, il va de soi qu'en s'appuyant sur les travaux historiques en la matière, cela ne remet pas en question l'existence du génocide des Arméniens. Dans l'affaire Lewis, on parle de génocide, dans l'affaire Sezgin, de crime contre l'humanité. Et j'insiste, les juges ne disent pas là l'histoire, ce n'est pas leur fonction, ce n'est pas leur mission. Ils font référence aux travaux historiographiques existants en la matière. Et il y a un écho intéressant dans ce que dit aussi le tribunal fédéral suisse sur les questions de négationnisme, parce que la Suisse est dotée d'une loi qui permet de lutter contre le négationnisme sans faire de distinction entre les génocides. Il faut que les génocides soient avérés et reconnus, sans précision de comment et sans précision de lieu géographique. D'accord ? Mais il faut aussi pouvoir prouver le caractère haineux ou racial du discours en cause. Et le tribunal fédéral suisse s'est prononcé sur la question concernant une affaire relative au génocide des Arméniens. Un négationniste turc a été condamné en Suisse. Le tribunal fédéral, faisant le lien entre les propos de l'accusé et les discours haineux
idéologique et xénophobe. Donc il a fait un lien entre les propos négationnistes et la provocation à la haine et le racisme, et c'est ainsi que l'accusé a pu être condamné. Mais ce qui est intéressant au détour par rapport à ce qui nous intéresse sur l'autorité de la chose jugée, c'est à titre d'illustration simplement de voir ce qui peut se faire aussi ailleurs qu'en France pour avoir une perspective dans la réflexion. Les juges fédéraux, le tribunal fédéral est l'instance judiciaire la supérieure de la Suisse, la plus importante. Le tribunal fédéral a précisé que le fait que le génocide arménien, je cite son arrêt, le fait que le génocide arménien ne soit pas reconnu comme tel par un tribunal international, parce qu'évidemment c'est l'argument qui avait été utilisé par l'accusé, de dire oui mais il n'existe pas de jugement international. Donc les juges répondent à ça. Et c'est ça le problème avec cet argument de l'autorité de la chose jugée, c'est qu'il est utilisé par les négationnistes, bien évidemment. Bon. Le fait que le génocide arménien ne soit pas reconnu comme tel par un tribunal international n'empêche pas d'affirmer que c'est une réalité indubitable, réalité qui ne saurait être remise en question pour des intérêts politiques étatiques, notamment au sein de la communauté scientifique, en faisant ensuite des développements sur la méthodologie employée par les historiens, etc. Je terminerai simplement sur le troisième point relatif à cette question de l'argument de l'absence d'autorité de la chose jugée. Et là, je suis en désaccord avec vous. C'est que rien dans les travaux préparatoires de la loi Guesso, sur lesquels j'ai travaillé par ailleurs, ne permet d'affirmer que l'objet de ce texte était, en 90, de pénaliser la contestation d'une décision de justice. Rien ne permet de l'affirmer. C'est une interprétation dont on peut discuter, mais c'est vrai qu'expressément, on ne trouve rien dans les débats parlementaires de l'époque qui permet d'affirmer que le but de cette loi a été voté pour protéger une décision de justice. Et ce, d'autant moins que celle-ci, la protection de la décision de justice, fait déjà pleinement l'objet d'un article dans le Code pénal, qui est l'article 434-25 du Code pénal français, qui la réprime de très longue date. Donc c'est ça la protection de l'autorité de la chose jugée, et aux moyens de peine plus modérés, donc plus adéquates. Quant à la référence à Nuremberg dans le texte de 90, de la loi Guesso, effectivement, elle est uniquement due à une raison pratique et circonstancielle. Je crois qu'il faut rappeler qu'en 90, en France, il n'existait pas d'incrimination nationale de crimes contre l'humanité et de génocide. Le droit français ne contenait aucune définition ni du génocide, ni du crime contre l'humanité. Et le seul texte qui a été utilisé par renvoi au droit international pour pouvoir juger les papons, barbiers, etc. à l'époque, c'est le statut de Nuremberg précieux, parce que contenant la définition juridique de crime contre l'humanité, le statut de 1945. Ce n'est qu'en 1994 que le Code pénal se réforme et se dote des infractions de génocide et de crimes contre l'humanité. Donc pour parler de génocide ou de crimes contre l'humanité en 1990, on a nécessairement besoin du statut de Nuremberg qui nous offre la définition à l'époque la plus complète. Et au niveau européen, pour terminer, tant la jurisprudence de la Cour de Strasbourg relative à la liberté d'expression que le texte de la décision cadre de 2008 attestent que l'autorité de la chose jugée en tant que telle n'est pas un élément nécessaire en la matière. Donc tout ça pour dire que c'est un point de vue que l'on peut partager ou non, mais que fonder tout le raisonnement sur ce seul argument est, je pense, problématique, difficilement défendable, et nous met surtout dans une aporie, parce que je crois que ça biaise les propos du débat. Et il me semble, pour conclure, que, et là aussi je suis en désaccord malheureusement avec quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est que finalement, je crois que la décision du Conseil constitutionnel pose aussi souci plus largement par rapport à la mémoire de la Shoah, c'est qu'il met paradoxalement en danger la loi Guesso par ce qu'il ne dit pas. En ne se prononçant pas sur la constitutionnalité de la pénalisation du négationnisme, il permet de reposer la question à nouveau par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure relativement à la loi Guesso et le risque que la loi Guesso puisse faire l'objet, par exemple, d'une question prioritaire constitutionnalité, est théoriquement plausible. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis qu'il est théoriquement plausible.
Oui, mais pas en se prononçant sur la pénalisation du négationnisme dans son principe. D'ailleurs, il est intéressant que la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 mai 2010, propose exactement le même raisonnement que les juges constitutionnels. Elle fait référence à une question de légalité. Elle dit qu'il s'agit d'une infraction qui correspond au principe de légalité, donc il n'y a pas de violation de la liberté d'expression. Vous voyez ? Mais on ne sait rien de la conformité par rapport à la liberté d'expression en tant que telle. Donc, en évitant de se prononcer sur l'opportunité de la pénalisation du négationnisme à l'encontre de génocides reconnus, les juges constitutionnels laissent en suspens, j'ai envie de dire qu'il y a un suspense, pour faire un jeu de mots, laissent en suspens une question clé, sauf qu'ils ne pourront pas éviter néanmoins que cette question clé soit remise sur la table, ce qui est déjà le cas, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en février vient d'être déposée une nouvelle proposition de loi à l'Assemblée nationale visant cette fois la modification de la loi Guessot. C'est-à-dire proposant une extension de la loi, mais en proposant une modification du texte de l'article 24 bis. D'accord ? Près d'un an, jour pour jour, après la censure du Conseil constitutionnel. Donc, vous voyez, on a beau éviter la question. Bon. Et je crois que ce qui nous importe à nous, en définitive, dans le cadre de ces débats, c'est, je crois, de sortir des clivages, par exemple de sortir des clivages entre juristes et historiens, de sortir des clivages entre telle ou telle mémoire, d'oxygéner un petit peu ces questions-là. Et je crois qu'on s'accordera peut-être sur le fait qu'au bout du compte, la question de fond est aujourd'hui surtout celle de savoir, quel est exactement l'objectif visé au jour d'aujourd'hui en France par une loi pénalisant l'acte que constitue la négation de génocide avéré et reconnu, et 2, si la loi pénale est un outil approprié au regard de cet objectif. Et je crois que là, nous sommes tous d'accord pour dire que la réponse n'est pas si évidente. Et je crois qu'on peut vraiment avoir des opinions très distinctes, mais n'oublions pas que la question de fond reste quand même celle-ci. Je vous remercie de votre attention. Oui, je remercie Savane Garibian de sa très très brillante intervention. Puis-je me permettre de dire que certains peuvent contester son intervention. Même si elle est très brillante, elle est remarquable et exceptionnellement intelligente, mais néanmoins, elle est juridiquement contestable. Bon, alors, je tenais à le dire, sans donner ma position, puisque j'interviendrai cet après-midi dans le débat. Par contre, Vincent Duclerc ne sera pas là cet après-midi, et je crois qu'il voudrait intervenir. Non pas en qualité de juriste, mais en qualité d'historien. Oui, mais justement, alors je suis désolé de ne pas être là cet après-midi. Et comme vous m'avez effectivement confraternellement cité, je voulais simplement peut-être éclairer très brièvement mon propos. D'abord, pour dire que justement, vous terminiez en disant qu'il faut sortir du clivage juriste-historien. Moi, je trouve que vous l'avez renforcé, ce clivage, d'une certaine manière. Je pense que parce que vous n'avez pas véritablement fait aussi un pas vers... aussi les historiens, en tout cas, le raisonnement qu'on peut essayer d'élaborer. Moi, j'essaie de faire un pas vers les juristes, là, je veux dire, avec peut-être des erreurs que vous pourriez relever. Moi, je voudrais simplement, sur le point quand même qui nous sépare, sur le fait de savoir effectivement si la loi Guessot crée, je veux dire, un dispositif à partir de la chose jugée. Moi, je ne suis pas d'accord. La loi Guessot, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais la loi Guessot fait explicitement référence donc, au tribunal de Nuremberg. Et vous dites effectivement, s'il y avait eu le code pénal refondu, ça n'aurait pas été la peine. Mais de toute manière, si le code pénal avait été le code pénal a été refondu aussi sur la base, je veux dire, de ces incriminations de Nuremberg et de 1948. Et quand même, je veux dire, je ne pense pas qu'une loi fait l'économie, quand même, malgré tout, des termes. Si, à partir du moment où une loi fait référence à une décision de justice telle le tribunal de Nuremberg, est-ce que la loi doit dire nous faisons référence à la décision de justice pour dire que nous respectons et nous insistons sur l'autorité de la chose jugée? Je pense que, vous voyez, là, je trouve que vous critiquez de manière excessive, en fait, la loi Guessot. Et donc, pour terminer sur au fond la question, le Conseil constitutionnel, parce que vous reprochez au Conseil constitutionnel d'avoir pas tout dit. En fait, moi j'ai le texte du Conseil constitutionnel, de la décision, et le Conseil constitutionnel avait aussi pour but
d'éviter quand même, je pense que le juge constitutionnel voulait éviter de relancer un débat, mais je veux dire qui effectivement aussi, malgré tout, est un débat, je trouve, qui est contre-productif pour, en gros, les intérêts moraux qui nous lient, qui est quand même la défense des vérités que l'on peut établir par la connaissance, en fait. Je crois que c'est ça. La loi a ce but, en fait. Là. Le Conseil constitutionnel dit bien dans son point 6, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs. Le Conseil constitutionnel s'est dit, à partir du moment où il y a notamment ce problème de la violation de la séparation des pouvoirs, qui, à mon avis, et je pense, et enfin pour moi, elle est attestée. Je ne vois pas comment est-ce qu'une loi déclarative peut effectivement avoir eu un contenu pénal. Je pense que là... C'est pas une loi déclarative qui a un contenu pénal. Mais loi Boyer... Mais non, les juges le disent eux-mêmes. Ah non, mais la première, la loi déclarative... Elle n'a pas un contenu pénal, la première, la loi... Eh bien oui, mais justement, c'est ce que le juge dit. C'est ce que le juge dit. Mais il dissocie la loi Boyer de la loi de 2009. Bien sûr. Mais on est tout à fait d'accord. Mais comme l'amendement Warsmann, parce que c'est ça, reprenez l'amendement Warsmann. Comme l'amendement Warsmann insiste beaucoup sur les génocides reconnus par la loi, donc il y a seulement effectivement dans le cas... ça, on est tout à fait d'accord. Ça, on est d'accord. Enfin bon, je veux dire, le Conseil constitutionnel dit, non, la loi de déclaration, déclarative, n'a pas de contenu pénal, et donc on ne peut pas effectivement faire... Mais c'est pas une loi déclarative. La loi Boyer est une loi pénale. Ah mais non, mais ça, on est d'accord. Moi, je parle de la... Non, mais on est d'accord là-dessus. Voilà, donc je voulais juste terminer pour dire... Non mais attendez, je m'excuse, mais si nous engageons le débat tout de suite, je dis que nous en avons sur ce débat précis pour 1 heure. Oui. Oui, juste peut-être. Non, alors attendez. Non, s'il vous plaît, on va pas s'en sortir. Non. Non, mais c'est un éclaircissement, donc je peux peut-être répondre. Oui, bien voilà. sûr. En fait, j'ai été content finalement d'une certaine manière aussi de vous entendre, Sévan, parce que au fond, on va aussi dans le même sens d'une certaine manière aussi, puisque vous avez bien montré que il y a eu quand même toute une série de dispositifs incomplets, inachevés, impossibles, et que tout ça, effectivement, mériterait d'être étudié, je crois. C'est-à-dire, effectivement, de savoir si on a, au lendemain de la Première Guerre mondiale, de la part à la fois des puissances belligérantes, mais aussi d'un certain nombre de juristes, et c'est vrai que le cas de Lemkin est intéressant. Actuellement, Annette Becker travaille sur Raphaël Lemkin, après Samantha Power, qui, elle, a montré comment Lemkin avait effectivement conçu, ces catégories de crimes contre l'humanité et de génocide à partir de l'extermination des Arméniens. Donc tout ça effectivement mériterait. Donc moi ce que je propose en fait c'est un travail scientifique d'historiens et de juristes pour essayer de savoir d'abord d'élaborer. Non, c'est fragmenté. Non. Donc, là, attendez, je termine. Donc, élaborer, effectivement, avoir un corpus, c'est-à-dire de savoir sur quoi on parle, savoir exactement, l'importance des procès unionistes. Hein. Il y a des travaux qui sont menés. Il y a encore toute une série d'archives, notamment, et Raymond le connaît bien, les instructions, c'est-à-dire les auditions d'un certain nombre de responsables et qui ne sont pas directement dans les procès. Hein. Donc, tout ça, effectivement, faire un travail qui va prendre des années. Hein. À partir du moment-là, on aura un corpus juridico-historique, et à partir de ce corpus juridico-historique, il serait susceptible pour, une cour de justice, soit une cour française, et ça, c'est là où les juristes pourraient nous aider. En quoi, effectivement, comment est-ce qu'une cour de justice pourrait valider juridiquement un tel corpus? Et à partir de ce moment-là, on aurait un équivalent du tribunal de Nuremberg, de mon point de vue. Et on pourrait, là, faire une loi type loi. Vous permettez que je... Non mais attention. Non attendez, je précise. Je m'excuse mais je change d'avis, on va donc faire le débat. Nous en avons pour 1 heure. Hein. Non, peut-être que l'on peut effectivement débattre simplement sur ma proposition, puisqu'il y a des demandes d'éclaircissement. On peut peut-être se limiter là. Moi, je ne serai pas là cet après-midi en plus. C'est dommage, je sais. Voilà. Donc... Monsieur le Président, est-ce que vous me permettez simplement, puisque Vincent ne sera pas, de répondre à ce qu'il m'attribuait à moi. Voilà, je vous remercie. Je serai brève. Je crois que je vais être vraiment, vraiment honnête et dire quelque chose de très simple. Je ne suis pas convaincue, je ne suis pas en train de défendre l'idée
que la pénalisation du négationnisme en soi est une nécessité absolue. Pour lutter contre le négationnisme, je me demande, je réfléchis sur l'efficacité de lois pénales en la matière. Ça, c'est une chose. Donc, je veux dire, on peut en discuter. Je crois que c'est une vraie question. En revanche, répondant aux critiques faites par les détracteurs, je souligne certaines informations, certaines choses qui sont dites, qui ne tiennent pas juridiquement, qui ne sont pas valides, qui ne sont pas valables, et donc qui faussent le débat. Tout simplement ça. Mettons-nous d'accord sur quoi on parle exactement. Et lorsque vous dites, Vincent, ça, c'est pas du tout attribué à vous, hein, c'est pas en réponse à vous. Maintenant, par rapport simplement à deux choses que vous avez soulignées, je vous en remercie d'ailleurs. Simplement une correction petite. Vous avez dit que je reproche au Conseil constitutionnel de ne pas avoir dit certaines choses. Je souligne simplement que le Conseil constitutionnel n'a pas procédé au contrôle constitutionnel à proprement parler relativement à la question de la conformité ou non à la liberté d'expression. Il ne l'a pas fait. Ça manque. Donc ça, il faut juste simplement le souligner.